Donc, merci d'être là, en tout cas. Aujourd'hui, merci. Donc, j'appuie où? Sur les flèches? Ouais, ok. Merci. Aujourd'hui, je voulais commencer en parlant d'Amazon Killer parce que pour moi, ça a été un point d'entrée important et un révélateur peut-être de potentialité dans mon travail. Je suis designer de formation. Je suis en train de finir mes études aux Arts Déco, péniblement. Parce que c'est compliqué de faire des études en même temps qu'on fait des vraies choses, quoi, des vrais projets. Voilà, et surtout dans les écoles publiques. Amazon Killer, je l'ai codé l'été dernier, à un moment où Amazon a annoncé qu'ils allaient proposer des frais de port à 1 centime d'euro, après qu'une loi leur ait interdit d'offrir des frais de port, soi-disant pour lutter contre la concurrence déloyale qu'ils font. Soi-disant ou pas soi-disant d'ailleurs, mais il n'y a pas d'arrière-pensée là-dedans. Donc ils ont proposé 1 centime d'euro les frais de port. C'est intéressant. C'est une négation complète du politique qui à un moment donné fait passer une loi pour essayer d'endiguer effectivement une peur qui monte au sein des libraires, au sein de la communauté de vente de livres imprimés notamment. Contre Amazon. Amazon Killer, c'est une extension de navigateur que j'ai développé sur Chrome et qu'ensuite un développeur à San Francisco a adapté sur Firefox parce que le code est open source. Une fois qu'on l'a installé dans son navigateur, à chaque fois qu'on visite le site Amazon, qu'on visite la page d'un bouquin sur Amazon.fr ou .com, ça rajoute un bouton qui permet d'acheter ce bouquin dans une librairie. Donc ça renvoie vers une plateforme de libraires qui propose un accès à leur stock. Donc vous l'installez en 1 minute sur votre navigateur. Il y a eu 10 000 personnes qui l'ont installé en 2 semaines. 10 000 c'est pas beaucoup à l'échelle du web où maintenant on compte plutôt en millions de vues sur YouTube, mais 10 000 c'est le nombre d'adhérents d'Europe Écologie Les Verts par exemple. Donc en fait c'est quand même une grosse communauté de gens qui se mobilisent sur une cause. Ça m'intéresse parce que je pense qu'aujourd'hui, on manque de support pour se mobiliser et pour exprimer un engagement sur une cause. Et quand j'ai publié Amazon Killer, d'abord, je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne auprès d'utilisateurs. J'ai pas de statistiques actuellement sur le nombre de gens qui l'utilisent au quotidien. J'avais pas envie de rentrer dans une logique commerciale, marketing. J'ai pas d'affiliation sur les gens qui achètent effectivement un bouquin ensuite. Ça, j'en sais rien et je me porte mieux comme ça. Je voulais que ce soit uniquement un prototype de processus, quoi, de processus d'acte. Voilà, cette responsabilité de l'acte de gens qui se disent effectivement Amazon n'est pas ma marketplace préférée pour acheter des bouquins. Effectivement, il y a des alternatives et ces alternatives-là, elles me parlent. Et donc, quand j'ai publié l'extension, il n'y a pas de manifeste qui accompagne cette extension. Il n'y a aucun paragraphe qui dit Amazon, c'est des méchants. Pour ça, il faut acheter dans les librairies pour ça. Je pense que ça, c'est souvent ce qu'on fait quand on fait de la politique traditionnellement, c'est qu'on argumente, on essaye de convaincre. En tout cas, on oriente un discours pour en venir à des actes. Amazon Killer, il y a un nom qui est un peu explicite, j'en conviens, mais derrière, voilà, il y a rien. Et simplement, un utilisateur qui voit qu'il y a la possibilité d'acheter ailleurs que sur Amazon, parce qu'il y a une extension. Bon, il n'y a pas besoin d'extension pour acheter ailleurs que sur Amazon, mais en tout cas, on se rend compte que quand on tape le nom d'un bouquin dans Google, le premier résultat qui sort dans 90% des cas, c'est les 3 pages d'Amazon. Et donc, naturellement, il y a un lien assez évident quand on cherche un bouquin sur Internet. À partir du moment où on a tapé ce nom dans Google, on va très régulièrement l'acheter sur Amazon. Et à Paris, qui est une ville pourtant où il y a une énorme densité de librairies, c'est une ville où on achète énormément sur Amazon. Donc c'est même pas une question véritablement d'offre, mais on y reviendra. Quand on s'intéresse du coup au monde des livres, on se rend compte de la répartition des ventes. Donc là, c'est l'évolution, on voit bien la répartition de la répartition dans le monde. Vous disiez quoi? Ouais. Alors c'est peu les librairies. Si on les met comme ça, si on les superpose, on se rend encore mieux compte. Effectivement, donc les librairies, c'est l'équivalent des grandes surfaces. Les grandes surfaces, c'est vraiment Carrefour et Leclerc. Hein. On différencie ça de la Fnac et Cultura, qui est la courbe tout en haut, les grandes surfaces culturelles, qui est plutôt à 23%. Et les ventes sur Internet, tous sites confondus, ça représente 17%.
À l'intérieur, c'est un tiers à peu près des ventes sur Internet qui sont drivées par Amazon. Donc Amazon représente entre 5 et 7% des ventes de livres en France actuellement. Donc en fait, c'est pas beaucoup par rapport aux autres acteurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une fixette qui était faite sur Amazon par les libraires ou par les médias, souvent, qui ont beaucoup parlé d'Amazon Killer, sans que ça pose véritablement les vraies questions de la crise des librairies. Du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'Amazon ça nous pose problème et est-ce que il n'y a pas d'autres entrées qui sont ouvertes par Amazon. Quand on regarde ce graphique là qui montre la différence entre les revenus d'Amazon, ça c'est la ligne foncée, et les bénéfices d'Amazon, c'est la ligne orange, celle qui est tout en bas, qui est parallèle à la ligne des années. En fait, on se rend compte qu'Amazon a réinvesti depuis sa création l'ensemble de ses bénéfices dans de la recherche et du développement, dans de la construction d'infrastructures, et ne dégage aucun bénéfice depuis sa création. Ça, c'est une politique particulière qui n'est pas celle, par exemple, d'Apple qui stocke des centaines de milliards de dollars dans des comptes. Amazon réinvestit tout. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ça, c'est intéressant. En fait, on se rend compte que tous ces sites-là, Adobe, Vimeo, Reddit, Unilever, Airbnb, Netflix, Pinterest, que vous connaissez sûrement, qui représentent une part substantielle du trafic et des utilisateurs d'Internet, tous ces sites sont hébergés par Amazon. En fait, Amazon, leur activité principale, c'est d'héberger des sites Internet. Parce qu'ils ont construit des infrastructures qui leur permettent d'avoir, pour eux-mêmes, un produit d'hébergement qui soit très rapide, qui soit très facile à synchroniser, qui soit très performant, qui ne soit jamais en panne. Et donc, il y a une approche avant tout qui est technologique, c'est d'avoir les meilleurs serveurs, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas. C'est simplement le fait que quand vous allez ouvrir un lien Amazon, ça va se charger rapidement, que quand vous cherchez le nom d'un livre, vous allez l'avoir rapidement, et que quand vous allez être des centaines de millions à faire ces requêtes en même temps, ça va être rapide pour tout le monde. Et ça, c'est un challenge en soi, un challenge technologique qu'on n'imagine pas forcément. Et l'ensemble des services d'Amazon, ça s'appelle AWS, Amazon Web Services. C'est l'ensemble de ces pictogrammes qui correspondent à des services différents, qui correspondent à des tâches différentes dans la gestion d'un site internet. Je suis un peu technique, mais vous allez voir pourquoi. Ils ont donc aujourd'hui une infrastructure de serveurs qui est ultra performante. Vous avez vu aussi le développement de ces robots. Donc maintenant, on est au-delà du serveur, on est dans la logistique pure. C'est-à-dire qu'ils construisent des robots qui sont capables de transporter des charges très lourdes de centaines de kilos pour déplacer les commandes dans les entrepôts. Vous avez vu peut-être récemment qu'ils ont fait le buzz autour de leurs drones pour livrer, dans certaines villes plutôt américaines pour l'instant, les colis très rapidement en drone. Maintenant, à New York, ils livrent en 1 heure. Ils ont aussi publié ce genre d'objet qui s'appelle Amazon Dash, mais il y en a d'autres qui sortent de temps en temps, c'est des prototypes. Amazon Dash, c'est juste un lecteur de code barre et vous scannez n'importe quel produit et ça l'ajoute à votre liste d'achat. Et si vous configurez votre carte bleue dans votre compte Amazon, vous n'avez même plus rien à faire, vous scannez uniquement les produits avant de les jeter et un code barre vous permet d'avoir une livraison qui va venir la semaine prochaine, comme ça vous n'avez plus besoin d'aller dans un magasin. Et en fait, on se rend compte que le prochain grand combat d'Amazon, c'est la grande distribution, et donc ceux qui devraient vraiment avoir peur d'Amazon actuellement, c'est plutôt les Carrefour et les Leclerc qu'on a vu plus tôt. Qu'est-ce que c'est quand on publie un communiqué qui explique qu'on va livrer par drone? Personne n'y croit vraiment, ou bien peut-être, mais après on se pose des questions, mais avec les câbles électriques, comment ils vont faire? Mais maintenant, on va vraiment pouvoir survoler Paris avec un drone. Est-ce que un jour Amazon livrera dans le monde entier en drone? Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, pas dans un futur proche. Mais en tout cas, à quoi ça sert? C'est que ça sert à entretenir un imaginaire. Ça sert à nous montrer à quel point Amazon est moderne, à quel point Amazon est brillant, à quel point Amazon est innovant, et donc à quel point Amazon est vraiment l'endroit où nous, citoyens connectés et modernes, on a envie d'acheter nos bouquins et pas dans une librairie où ça pue et où le libraire est désagréable, a fortiori. Et on est en fait sur une sorte de mythe, quoi. On est dans de la fiction, dans le design d'une fiction où une entreprise incarne la modernité à laquelle on tend tous globalement assez naturellement.
Ça, c'est du design. C'est-à-dire qu'ils arrivent à façonner une marque qui répond à certains besoins et qui arrive à répondre très précisément à nos modes de consommation. En venant, tout à l'heure, dans la rue, vous êtes tous passés devant une borne Vélib, je pense. Il y en a maintenant beaucoup dans Paris. Quand on installe des vélos dans une ville, à disposition de tous, pour une somme très modique, n'importe qui peut faire du vélo. Est-ce que pour autant, n'importe qui fait du vélo? C'est ce passage-là qui est pour moi très intéressant parce que c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de la fonction à l'usage. Il suffit pas qu'il y ait des magasins bio dans Paris pour que tout le monde mange bio. Même si la réciproque est fausse. Pour que tout le monde mange bio, il faut qu'il y ait des magasins bio. De la même manière, il suffit pas que le crédit coopératif existe pour que tout le monde quitte la banque populaire. Et de la même manière, il suffit pas qu'il y ait des librairies pour qu'on n'achète pas sur Amazon. Amazon Killer, c'est uniquement un petit pont entre la fonction et l'usage. C'est un petit pont qui permet à ce que ce soit très simple d'avoir un acte qui réponde à notre éthique ou qui réponde à notre prise de conscience. Parce que je pense que quand on a installé Amazon Killer, en fait, ça répond à une petite prise de conscience qu'on avait en soi, mais qu'on n'arrivait pas forcément à mettre en pratique. Et le travail du designer, pour moi, et c'est là d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de conflits dans mon école pour essayer d'expliquer qu'il y avait un rôle quand on était designer et qu'on devait servir à quelque chose, surtout quand on est d'une école publique et donc on était financé par les impôts de l'État. C'est bien si on produit des choses qui servent aux citoyens et à la citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut designer la fonction, designer les objets, designer la politique pour que elle parvienne à un véritable usage et qu'on s'en serve et qu'on parvienne à des progrès sociaux? Le design, est-ce que tout le monde sait ce que c'est dans la salle? Est-ce que tout le monde pourrait définir ce que c'est que le design? Souvent, on croit que c'est une chaise ou une lampe, c'est même un style mobilier, quoi. C'est un peu moderne. En fait, voilà, en France, on est un peu bloqué sur cette question. Dans les pays anglo-saxons, on arrive mieux à identifier que c'est un processus de réflexion pour arriver à la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on identifie un problème, on analyse la situation, l'environnement de ce problème, et on formule la meilleure solution. Ce processus-là, on l'applique très simplement à toutes les choses de la vie. Je pense que tout le monde applique ce processus-là quand il prend une décision, assez instinctivement, et on peut l'appliquer aux politiques. Parce que, en fait, prendre une bonne décision politique, c'est souvent de la bonne gestion. Et moi, ce qui m'intéressait, je vais finir là-dessus, c'est de voir comment aussi dans le design, on a une approche esthétique. Très rapidement. Ce genre d'affiche, vous connaissez, c'est l'affichisme, c'est le début du XXe siècle, c'est la Russie, et c'est à ce moment-là que naît le graphisme. Le graphisme naît dans un monde extrêmement politique, naît au service du politique. Et petit à petit, il est cannibalisé par le marketing, par la publicité, et donc se vide de son sens. Et aujourd'hui, quand vous voyez les politiques, il n'y a aucune notion d'esthétique. Alors que globalement, le fondement du graphisme était dans la politique. Et c'est exactement pareil pour le design. C'est qu'aujourd'hui, on s'est vidé du sens de politique et de l'utilité sociale. Alors, je vais essayer d'avancer parce que je pense que je voulais terminer sur un projet qui est le mien en ce moment, qui est la question de la transition. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, on en parlait juste avant là avec We Do Data, la question de l'environnement et la question de comment est-ce que c'est possible qu'on n'arrive pas à agir et comment est-ce qu'on se sent particulièrement démuni, particulièrement incompétent pour produire de l'utilité et pour faire quelque chose. Ce qui m'a marqué avec Amazon Killer, c'est qu'en fait, quand on proposait un support à des gens, en leur disant, bon bah, voilà une possibilité pour agir, et ben en fait, il y a plusieurs milliers de personnes qui s'en saisissent et qui disent, ok, ça m'intéresse. En n'étant pas dans la leçon ou en ne donnant pas d'ordre. Et j'ai voulu réutiliser cette logique-là, réutiliser cette dynamique-là en disant, ok, on va appliquer ça à toutes les choses ou à un certain nombre de choses qu'on va définir et qui vont nous permettre, ensemble, de mettre en place des changements très concrets dans nos vies.
Ça, c'est le projet que je suis en train de mener en ce moment, qui s'appelle 90jours.org, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer. Et en fait, l'idée, c'est de se donner 90 jours, à partir de début septembre, 90 jours pour mettre en place régulièrement, selon un scénario établi, qui va être facile à suivre, qui va être rythmé, qui est accessible à tout le monde. 90 jours pour mettre en place entre 15 et 20 changements dans nos vies, que ce soit changer de fournisseur d'électricité, que ce soit réussir à vivre en mangeant moins de viande, survivre en mangeant moins de viande, que ce soit réussir à acheter ses bouquins dans une librairie, que ce soit essayer de faire pipi dans la douche. Ce genre de détails qu'on est en train de designer pour savoir quels sont les plus importants, mais quels sont aussi les plus faciles, les plus évidents, en sortant surtout des petits gestes, parce que je pense que souvent l'écologie a été mise à genoux par les petits gestes. Maintenant, tout le monde ferme son robinet et du coup, ça y est, on est écolo. On laisse plus le robinet ouvert pendant qu'on se brosse les dents. Et c'est vrai que souvent, on a enfermé l'éthique dans ce genre de petites actions, alors qu'en fait, on a tous une responsabilité et on a tous un pouvoir. Et une des notions qui a été pour moi revisitée par le numérique, c'est la question du pouvoir. Et globalement, on ne croit plus vraiment au pouvoir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça ne produit pas grand-chose. Et ce pouvoir, du coup, on le partage et on en prend tous une partie. Et les institutions, on se rend compte qu'elles sont pas vraiment capables de mobiliser le changement. Alors que chacun individuellement, avec ces micro-activismes-là, on est parfaitement capable d'amener de vrais changements dans nos vies. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est-à-dire voilà, d'utiliser une approche très rationnelle pour simplifier, pour réduire la part d'effort et pour réduire la peur de perdre son confort, qui fait partie de cette transition-là, mais pour amener, pour mobiliser, pour inventer de nouvelles manières de faire quelque chose qui soit utile à la société. Et pour réinventer à quoi ressemble la politique aujourd'hui, qu'elle est sortie des partis, ça c'est sûr, et qu'elle est maintenant chacun de nous. Voilà, merci.